enchaîne du coup maintenant avec Amélie Fischer, qui est chargée d'études à l'Institut de l'élevage, spécialisée en élevage de précision des bovins. Et avec toi, Amélie, on va approfondir tout un tas de questionnements qui ont été posés par les intervenants précédents, aussi par Étienne tout à l'heure, l'éleveur, sur la question du suivi du bien-être animal et de sa valorisation auprès du consommateur. On va s'intéresser aux attentes des consommateurs en matière de bien-être animal et aux façons d'y répondre et d'en rendre compte au travers des cahiers des charges. Je te passe la main, Amélie, pour que tu puisses partager ton écran et donc nous permettre du coup d'en savoir plus en prenant l'exemple, je crois, justement du suivi du pâturage, qui était un des questionnements qu'avait évoqué tout à l'heure Étienne. C'est ça. Bonjour à tous et merci pour l'invitation en tout cas. Est-ce que vous voyez le diaporama, c'est bon? Oui, il faut juste le passer en mode plein écran et ce sera parfait. Normalement, c'est fait. Là, Enfin, moi, je l'ai en plein écran en tout cas. c'est bon. OK. Donc, je vais vous parler de l'utilisation du numérique pour rassurer le consommateur sur des notions de bien-être animal et notamment utiliser l'exemple de la traçabilité de l'accès à l'extérieur. Donc, c'est une présentation qu'on a préparée avec mes collègues Clément, Didier Bastien, Sébastien Duroy et Luc Mirabito. Donc, pour commencer, en fait, pour pouvoir prendre en compte les attentes du citoyen dans la définition des indicateurs du bien-être animal, il faut d'abord identifier quelles sont les attentes du citoyen. Ensuite, développer une grille d'évaluation de la situation en élevage. Par exemple, c'est ce qui a été fait pour la grille du welfare quality que tout le monde connaît, mais aussi au travers du projet ACTA début des années 2000, où l'objectif était de définir des indicateurs et analyser surtout la faisabilité de mesurer ces indicateurs-là directement en élevage. Ensuite, de caractériser la situation en élevage. Et enfin, revenir vers le citoyen consommateur pour lui faire un feedback. Alors, l'identification des attentes du consommateur, ça a été fait au travers de différentes études. Là, je vous donne l'exemple de celle qui a été faite au début des années 2000 par mes collègues Luc et Pascal, je crois. Donc, eux, ils ont fait des enquêtes auprès du consommateur et ils ont réussi à les catégoriser dans 3 gros profils. Donc, le premier qui faisait plutôt ressortir des consommateurs qui n'étaient pas vraiment sensibilisés à la notion de bien-être animal. Le deuxième profil, c'est plutôt des citoyens qui sont sensibilisés à la notion de bien-être animal, mais cette sensibilisation ne ressortait pas dans leurs critères d'achat. Et le troisième groupe, qu'ils ont appelé mouvance bio, qui correspondait à des citoyens qui étaient conscients, qui avaient conscience des notions de bien-être animal et qui, en plus, pour lesquels le mode d'élevage était un critère d'achat déterminant. Cette étude, elle a été, on peut, 20 ans plus tard, au travers du projet Accept et de la thèse d'Elsa Delanoux, ils ont aussi mené une enquête similaire. Donc, ils ont défini davantage de profils, mais en gros, les profils principaux sont des profils qui sont similaires à ce qui a été identifié dans les années 2000, ce qui montre qu'en fait, même 20 ans après, on identifie les mêmes attentes du consommateur. Alors, quels sont les indicateurs du bien-être animal qui ont été définis au début? Donc, au début, on a des indicateurs que je vais qualifier plutôt de technique, de zootechnique, avec l'état, donc la boiterie, donc la locomotion de l'animal, l'état de propreté, les blessures, l'état d'engraissement, la relation homme-animal, mais aussi des indicateurs qui relèvent plutôt de l'aspect social, de la vie sociale des individus, que ce soit par le comportement, les activités locomotrices ou la position debout couché. Alors, à cette époque-là, les indicateurs de type comportement social ou activité locomotrice étaient difficilement mesurables en élevage et du coup pas très répétables. Et pour cette raison, ils ont été sortis de la liste des indicateurs à mesurer pour caractériser le bien-être animal en élevage. Donc, au final, ils sont concentrés sur ces 5 indicateurs-là à l'écran. Et en faisant un retour aux citoyens, des citoyens enquêtés, le citoyen nous a fait part que lui, sa demande, c'est aussi de prendre en compte les aspects comportement, donc un peu la vie sociale des animaux. Donc cette demande du citoyen a été prise en compte dans l'élaboration de la liste des indicateurs à suivre, et donc on a rajouté la notion de comportement dans les indicateurs, même si ça restait toujours difficile à mesurer en élevage. Une deuxième demande qui est remontée du citoyen lors des enquêtes et des focus group, c'est qu'il demandait aussi à une sorte il aspirait à ce que les élevages aient un côté naturel, c'est-à-dire il demande à une naturalité de l'élevage, avec des notions telles que une lumière naturelle, un accès à l'extérieur pour les animaux, et s'ils sont dans des bâtiments, que les bâtiments soient en matériaux naturels. Et à côté, tous les indicateurs plutôt, j'allais dire, zootechniques, pour lui, il ne les comprenait pas très bien, donc ça a été aussi le but de ces focus group, de faire comprendre aux citoyens que ce sont des indicateurs essentiels à suivre en élevage pour qualifier le bien-être animal.
Et donc après lui avoir expliqué l'intérêt de le faire, pour lui, c'était comme une assurance qualité, c'est-à-dire que c'était notre job à nous de s'assurer du suivi de ces indicateurs-là. Alors avec tout ça, quel est le rôle du numérique dans tout cela? Donc dans les 10 dernières années, on a assisté à un boom du développement des outils numériques de monitorage directement en élevage. Certains d'entre eux peuvent servir à faire du monitorage pour répondre aux attentes du consommateur, alors que ce soit par rapport à sa demande vis-à-vis du comportement des animaux, où là, on peut déjà utiliser des accéléromètres, ou même on peut parler d'analyse vidéo aussi, des outils d'analyse vidéo qui sont, certains ont été présentés ce matin. Sur l'autre aspect, la demande de naturalité du système d'élevage, là aussi, on peut utiliser le numérique pour, par exemple, faire une traçabilité de l'accès à l'extérieur. Pour ce qui est de l'assurance qualité, là, certains outils existent déjà aussi. Par exemple, pour faire du monitoring de l'ambiance du bâtiment, ou l'exemple de suivi de la température corporelle des animaux avec le thermobolus luminal, qui a été évoqué ce matin aussi, ou encore détecter des boiteries par imagerie 2D ou 3D. Mais l'apport aussi du numérique par rapport à tout ça, c'est de garantir une certaine traçabilité, que ce soit par la géolocalisation des animaux ou par l'identification électronique. Et un troisième point que je vais évoquer par rapport à l'apport du numérique dans cette question-là, c'est que ça permet aussi une certaine sécurisation des données. C'est-à-dire que les données sont collectées automatiquement par les capteurs et en quelque sorte vont remonter dans des plateformes qui peuvent être plus ou moins sécurisées. Donc là, je donne l'exemple de la blockchain, qui est une plateforme ultra sécurisée, où chacun des utilisateurs doit donner son aval si quelqu'un veut changer une donnée dans la plateforme. Alors, je vais maintenant venir plutôt sur un exemple particulier d'une demande du consommateur qui est que l'animal ait accès à l'extérieur. Et je vais vous donner des exemples plutôt côté recherche de ce qu'on peut faire en termes de traçabilité au travers d'un exemple chez la vache laitière et un autre exemple chez les veaux de boucherie. Donc, le premier exemple chez la vache laitière, c'est dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Cattle Chain. L'objectif général du projet, c'est de développer un outil automatique qui permet d'assurer le monitorage de la traçabilité, entre autres, de différents indicateurs du bien-être animal, des productions de lait et viande bovine, tout au long de la chaîne de production, et cela jusqu'au consommateur. Donc concrètement, comment ça marche? En fait, on va équiper les animaux de différents capteurs, donc ça soit à la fois des bovins allaitants et des bovins laitiers. Ces capteurs vont faire remonter les données de façon automatisée, qui vont être remontées dans une blockchain qui est développée par un des partenaires du projet. Une fois les données remontées, elles sont accessibles à la fois par les éleveurs via une application, mais aussi par différents organismes qui gravitent autour de l'éleveur. Donc ici, j'ai mis l'exemple du vétérinaire, mais on peut aussi imaginer que ce soit des laiteries, des coopératives ou des organismes de conseil, par exemple. Et surtout, un autre aspect du projet, c'est la volonté d'aller jusqu'au consommateur. Et donc là, on imagine que le consommateur aurait accès à certaines données synthétisées du mode de production via, par exemple, un flashcode qu'il aurait disponible sur le produit final. Et une dernière volonté, c'est que le consommateur puisse aussi échanger soit directement avec les éleveurs, soit par l'intermédiaire des organismes de conseil ou des laiteries. Donc ça, c'est le point de vue global du projet. Et au sein de ce projet, donc, on a un sous-objectif qui est l'accès au pâturage. Alors pourquoi travailler là-dessus? C'est parce qu'en fait, c'est une demande du citoyen de garantir l'accès à l'extérieur. Et ça a poussé en fait la filière à proposer une segmentation des produits laitiers avec le cahier des charges lait de pâturage ou lait de prairie. Le problème ou le contexte par rapport à ce lait de prairie ou ce cahier de charges, c'est qu'il y a une diversité des cahiers des charges entre laiteries. Donc, ils ont tous comme point commun de demander un minimum de jours d'accès à l'extérieur, voire même d'heures à pâturer ou accéder à l'extérieur par jour, de demander un minimum de surface pâturable par vache et un minimum de vaches qui accèdent à l'extérieur. Donc, par exemple, sur la durée d'accès à l'extérieur, sur le minimum, on va de 120 jours pour certaines laiteries jusqu'à au moins 200 jours de pâturage par année pour d'autres laiteries. Donc, on voit que c'est vraiment très étendu et très varié. Alors, ce cahier des charges, il est souvent associé à soit une hausse du prix du lait, soit un prix minimum garanti ou à une autre prime, donc à une rémunération pour l'éleveur. Et du coup, en parallèle, les laiteries doivent vérifier que le cahier des charges est bien respecté. Donc, ça se fait à la fois par un enregistrement manuel de la part des éleveurs, mais aussi par l'organisation d'audits qui seront réalisés par des organismes indépendants. Donc, on voit qu'il y a aussi un investissement supplémentaire pour vérifier le respect du cahier des charges. À ce titre-là, dans le cadre du projet, on a un sous-objectif qui est d'être capable de suivre automatiquement
l'accès au pâturage des vaches laitières, d'une part pour pouvoir certifier automatiquement et sans saisie de la part de l'éleveur les conditions à remplir pour le cahier des charges de prairie, mais d'autre part aussi pouvoir permettre à l'éleveur un suivi plus facile de son pâturage. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place comme méthodologie? On a utilisé des capteurs GPS qui sont directement embarqués sur les animaux. Donc là, vous voyez la photo en bas à gauche où vous avez une vache qui porte un capteur GPS au niveau de son cou, qui renvoie une donnée de géolocalisation toutes les 11 minutes via le réseau Sigfox. Donc, les données remontent dans la blockchain et après sont accessibles aux différentes entités. Comment est-ce qu'on a fait concrètement pour estimer automatiquement le temps d'accès au pâturage à partir de données GPS? Donc là, à gauche, vous avez une vue aérienne d'une des fermes expérimentales où on a développé l'algorithme. Donc, vous avez des points bleus qui correspondent chacun à une géolocalisation pour un capteur donné sur l'ensemble sur la saison de pâturage. J'ai représenté en bleu le bâtiment d'élevage avec le rectangle blanc. Et donc là, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut savoir si le point bleu il est dans le bâtiment ou s'il il est à l'extérieur, c'est-à-dire dans le pâturage. Donc, on a développé un algorithme avec la datastat à l'Institut d'élevage qui permet aujourd'hui de détecter automatiquement le bâtiment d'élevage parmi tous ces points. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait de façon automatisée savoir si le point il est dans le bâtiment d'élevage ou à l'extérieur. Et de ce fait, on est capable d'estimer automatiquement le temps d'accès à l'extérieur, mais aussi, dans un futur très proche, d'arriver à estimer la superficie pâturée, enfin accédée en tout cas par les vaches, et le nombre de vaches qui a pâturé. Donc ça a été développé en ferme expérimentale des chambres d'agriculture. Et donc la prochaine étape pour 2021, ça va être de valider ce dispositif-là directement en élevages commerciaux. Donc on a des élevages qui sont engagés là-dedans, mais aussi de construire avec ces éleveurs qui sont engagés, les laiteries qui sont engagés, le contenu de l'application consommateur et aussi réfléchir à des usages autres pour l'éleveur. On va voir, Amélie, d'autres exemples avec la traçabilité de l'accès à l'extérieur par les veaux de boucherie, donc une autre technologie sur laquelle on va pouvoir peut-être passer un petit peu plus rapidement. Super, merci Pierre. Donc là, pour les veaux de boucherie, c'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle Renouveau, qui a commencé récemment aussi. Je ne sais plus si c'est fin d'année, l'an dernier ou cette année. Et dans le cadre de ce projet Renouveau, en fait, un des sous-objectifs, c'est d'objectiver et de comprendre l'utilisation de l'aire d'exercice extérieur par les animaux, donc par les veaux. Donc ça a été développé et testé cette année à l'AGSM, donc à la ferme expérimentale veau de boucherie à côté de Rennes. Donc d'une part, ils ont eu pour objectif de mesurer individuellement le nombre et la répartition des sorties par jour, le temps total quotidien passé à l'extérieur et du coup aussi passé à l'intérieur, et l'évolution de ces sorties durant les 6 mois d'engraissement. Et d'autre part, ils ont cherché à analyser les comportements en fonction des données météo. Donc pour cela, en termes de technologie utilisée, ils ont utilisé l'identification électronique RFID avec des boucles ultra haute fréquence. Donc le dispositif, il est en photo juste en dessous, là, avec la moitié gauche, le dispositif qui a été mis en place sur la partie extérieure du bâtiment où les animaux avaient accès, et versus sur la partie droite de la photo, ce qui a été mis en place à l'intérieur du bâtiment. Donc on voit qu'il y a une antenne à l'intérieur et une antenne à l'extérieur, ce qui permet d'être capable de distinguer si l'animal sort ou l'animal rentre, grâce à ces deux champs de lecture distincts. Mais ça permet aussi de détecter 24 heures sur 24 avec une donnée toutes les 3 minutes à peu près, pour déduire la position intérieure versus extérieure et conclure sur le temps passé à l'intérieur versus à l'extérieur du bâtiment. Donc les boucles utilisées, donc chaque animal est équipé de des boucles UHF que vous avez en photo ici à droite, sachant que la distance de lecture est modulable, il peut aller jusqu'à 6 mètres de lecture. Donc là, c'est quelque chose qui a été testé cette année, qui va sans doute être retesté l'année prochaine ou les années à venir. Donc c'est vraiment pour l'instant des tests à l'échelle du preuve de concept. D'autres idées d'application potentielles du numérique, notamment pour répondre aux attentes du citoyen. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'un projet qui va commencer, un projet France Agrimaire B&B, dont l'objectif est de mettre au point un système d'enregistrement du comportement d'utilisation des brosses par les vaches laitières et surtout de mettre en relation ce comportement avec des indicateurs de santé et de bien-être chez la vache. Le deuxième outil que vous connaissez du coup déjà parce qu'il vous a été présenté ce matin, donc SAT automatique. Et le troisième projet qui s'appelle Bebop, où l'objectif est de développer des méthodologies d'évaluation du bien-être des bovins en parc d'engraissement. Pour finir, et ça a déjà été évoqué dans des présentations aujourd'hui, pour que ces outils soient adoptés par les techniciens et par les éleveurs, il faut aussi que les éleveurs y voient une valeur ajoutée. Donc, on a 3 façons pour faire ça. La première option, c'est de proposer une multifonctionnalité des outils, c'est-à-dire pas seulement proposer pour un suivi du bien-être animal, mais proposer un service plus utile pour l'éleveur, c'est-à-dire le suivi, par exemple dans le cas
de la traçabilité de l'accès au pâturage, on peut imaginer proposer un service de suivi du pâturage ou de suivi de la reproduction de la santé. Une autre option, c'est de limiter l'investissement initial, alors soit en optimisant le nombre d'animaux équipés, soit en combinant des technologies qui sont quand même assez chères, comme le GPS, avec des technologies moins chères, pour réduire le coût, ou sinon en optant pour des outils qui sont fixes dans le bâtiment. Et la troisième option, bien sûr, qui est la plus naturelle, c'est de rémunérer l'éleveur sur le bien-être animal. Donc, pour finir, ce qu'il y a à retenir de cet exposé, c'est qu'il y a des attentes du citoyen qui sont centrées sur une demande de naturalité de l'élevage et la dimension éthique en élevage, c'est-à-dire le comportement des animaux. Le numérique, c'est effectivement un outil pertinent pour apporter des garanties aux consommateurs sur ces principales attentes. Mais surtout, il ne faut pas aussi oublier que pour que ces outils soient adoptés par le terrain, par les éleveurs, il faut apporter une valeur ajoutée. Et avec cela, je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions dans quelques minutes. Parfait, merci beaucoup Amélie. En t'écoutant et en regardant les commentaires des participants, je me posais moi la question est-ce que c'est toujours pertinent finalement de répondre aux attentes du consommateur ou est-ce qu'on peut se poser aussi la question de la pertinence de cette attente quand on voit notamment la diversité des cahiers des charges autour de la sortie en pâturage. D'ailleurs, je glisse une petite question, est-ce que l'objectif de Cattle Chain était, le projet que nous a présenté était justement d'harmoniser les cahiers des charges, les pâturages pour un étiquetage national européen? Est-ce que ça a du sens potentiellement d'aller dans ce sens-là? Alors, la première question par rapport au Cattle Chain, ce n'était pas l'objectif premier du projet. En fait, l'objectif premier du projet, c'est vraiment d'apporter une traçabilité de différents indicateurs de bien-être en élevage laitier et en élevage bovin-viande. Et qu'en identifiant les attentes du consommateur, pour lui, bien-être, ça veut aussi dire accès à l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de travailler là-dessus. Donc, ce n'était pas un objectif premier de Cattle Chain de travailler sur la traçabilité au pâturage. Même d'harmoniser le cahier des charges, ce qu'on a vu Ni d'harmoniser le cahier des charges, exactement. Oui. Ouais. D'autres objets, d'autres questionnements peut-être d'ordre marketing aussi qui pourraient se soulever à la lecture de cette question de Marie-Cécile Damav. Est-ce qu'on a intérêt à harmoniser les cahiers des charges? Pas sûr. En tout cas, merci beaucoup Amélie pour cette présentation qui soulève, on l'a vu, d'autres questions sur, encore une fois, l'intérêt pour des agriculteurs de suivre simplement le respect d'un cahier des charges sans forcément avoir d'autres contreparties que respecter le contrat qu'ils ont passé avec leurs clients. Merci beaucoup Amélie.